Nous avons étudié, dans les 2 précédentes vidéos, la théorie et la méthode qui constituent toute philosophie. Nous avons déterminé que la philosophie marxiste se compose d'une théorie matérialiste et d'une méthode dialectique. La synthèse de ces 2 principes donne naissance au matérialisme dialectique et historique marxiste. De cette synthèse émerge une vision du monde, une manière de le concevoir, de le comprendre et de le transformer. Nous allons à présent établir les principes de ces 2 systèmes philosophiques. Le matérialisme dialectique. Le matérialisme dialectique est le résultat de l'union entre la théorie et la méthode, entre le matérialisme et la dialectique. Il est le fruit des développements que nous avons faits dans les 2 précédentes vidéos. Synthétisons à nouveau cela clairement. Le matérialisme dialectique définit que toute chose a une base matérielle, objective, et que cette même base est le fruit de contradictions luttant l'une contre l'autre, entre l'ancien et le nouveau, donnant ainsi lieu à l'évolution. L'existence de la nature entière, dit Engels, du plus petit au plus grand, du grain de sable au soleil, du prostite à l'homme, consiste en une naissance et une mort éternelle, en un flux ininterrompu, en un mouvement et un changement sans répit. Le matérialisme dialectique estime aussi que le développement des éléments, des phénomènes, ne s'effectue pas de manière harmonieuse et calme, mais par bonds, par accumulation quantitative lente, aboutissant à un saut qualitatif brutal, issu de la lutte entre les contradictions internes et inhérentes des phénomènes, entre l'ancien et le nouveau, le passé et l'avenir. Le développement est issu de la lutte entre les tendances contraires qui agissent sur la base des contradictions inhérentes des phénomènes. Le matérialisme dialectique considère le processus du développement non comme un simple processus de croissance où les changements quantitatifs n'aboutissent pas à des changements qualitatifs, mais comme un développement qui passe des changements quantitatifs insignifiants et latents à des changements apparents et radicaux, à des changements qualitatifs, où les changements qualitatifs sont non pas graduels, mais rapides, soudains, et s'opèrent par bonds, d'un état à un autre. Ces changements ne sont pas contingents, mais nécessaires. Ils sont le résultat de l'accumulation de changements quantitatifs insensibles et graduels. C'est pourquoi la méthode dialectique considère que le processus du développement doit être compris non comme un mouvement circulaire, non comme une simple répétition du chemin parcouru, mais comme un mouvement progressif, ascendant, comme le passage de l'état qualitatif ancien à un nouvel état qualitatif, comme un développement qui va du simple au complexe, de l'inférieur au supérieur. La nature, dit Engels, est le banc d'essai de la dialectique, et nous devons dire à l'honneur de la science moderne de la nature qu'elle a fourni pour ce banc d'essai une riche moisson de faits qui s'accroît tous les jours, en prouvant ainsi que dans la nature, les choses se passent en dernière analyse dialectiquement et non métaphysiquement, que la nature ne se meut pas dans l'éternelle monotonie d'un cycle sans cesse répété, mais parcourt une histoire effective. Avant tout autre, il faut citer ici Darwin, qui apportait le coup le plus puissant à la conception métaphysique de la nature, en démontrant que toute la nature organique actuelle, les plantes, les animaux et par conséquent l'homme aussi, est le produit d'un processus d'évolution qui s'est poursuivi pendant des millions d'années. Le matérialisme dialectique est un outil permettant l'analyse de toute chose matériellement déterminée, en étudiant ses contradictions intrinsèques et son action sur les autres éléments. C'est pourquoi, pour le matérialisme dialectique marxiste, il n'existe rien de méconnaissable, mais seulement des choses encore inconnues. Mais qu'est-ce donc que cette terrible négation de la négation ? Prenons un grain d'orge. Des milliards de grains d'orge semblables sont moulus, cuits et brassés, puis consommés. Mais si un grain d'orge de ce genre trouve les conditions qui lui sont normales, s'il tombe sur un terrain favorable, une transformation spécifique s'opère en lui sous l'influence de la chaleur et de l'humidité. Il germe. Le grain disparaît en tant que tel. Il est nié, remplacé par la plante, née de lui. Négation du grain. Mais quelle est la carrière normale de cette plante ? Elle croît, fleurit, se féconde et produit en fin de compte de nouveaux grains d'orge. Et aussitôt que ceux-ci sont mûrs, la tige dépérit. Elle est niée pour sa part. Comme résultat de cette négation de la négation, nous avons de rechef le grain d'orge du début, non pas simple,
mais en nombre 10, 20, 30 fois plus grand. Affirmation, négation, affirmation, négation. Dans le développement des choses, chaque maillon de la chaîne des événements est à la fois affirmation et négation. Le matérialisme historique. Le matérialisme historique étend les principes du matérialisme dialectique à l'histoire de la société humaine, à l'étude de l'histoire de la société humaine et de ses lois de développement. Partant du même principe que le matérialisme dialectique, le matérialisme historique considère que les phénomènes sociaux ne sont pas un hasard dans le processus de développement, qu'ils ne sont pas issus d'un groupe d'hommes ou d'une idée, d'un dieu ou d'une puissance supérieure, mais qu'ils sont le résultat de conditions précises de développement à un moment donné, de conditions matérielles, indépendantes des conceptions humaines, et que les hommes s'adaptent à ces conditions par les moyens qui sont à leur disposition à ce moment-là. Pour le matérialisme historique, l'élément principal, fondamental, modifiant la société humaine et les rapports des hommes au sein de celle-ci, modifiant son infrastructure économique ainsi que sa superstructure sociale, ses idées, ses opinions, ses institutions politiques, etc., est le mode d'obtention des moyens d'existence, le mode de production des biens matériels. Il faut entendre par là de quelle manière, avec quel instrument et par quels moyens les hommes se constituent dans la société, s'établissent dans celle-ci. Pour pouvoir vivre et se développer, les hommes ont besoin de créer des biens matériels, nourriture, logement, vêtements, combustible, instruments de production, etc. Et pour pouvoir créer ces biens matériels, les hommes ont besoin d'instruments de production. Ils doivent savoir comment se servir de ces instruments en acquérant une certaine expérience de la production, en acquérant des habitudes de travail. Tous ces éléments pris ensemble constituent les forces productives de la société, c'est-à-dire la nature environnante, les outils et instruments de production, les hommes et leur expérience dans la production. De ces forces productives découlent des rapports sociaux qu'entretiennent les hommes entre eux dans le processus de production, les rapports de production. De l'ensemble de ces conditions résulte le mode de production de la société, qui détermine sa physionomie générale, son fonctionnement économique, politique et social. Mais alors, qu'est-ce qui détermine le changement du mode de production des biens matériels? Le changement de l'infrastructure de la société, où vient se développer la superstructure sociale, les idées et théories sociales, les opinions et institutions politiques, etc. Le marxisme considère que ce qui détermine le changement d'un mode de production à un autre est la modification des forces productives de la société, plus spécifiquement celle des instruments de production. En changeant leurs instruments de production, les hommes modifient fondamentalement leur manière de produire. Ils font évoluer toute l'économie de la société, sa base matérielle. Et suivant cette évolution, ils bouleversent par la même occasion les rapports de production au sein de celle-ci, et toutes les conceptions et idées sociales qui constituent la société en équivalence de sa base matérielle. Plus simplement, tel genre de vie, tel genre de pensée. L'emploi et la création des moyens de travail, quoiqu'ils se trouvent en germe chez quelques espèces animales, caractérisent éminemment le travail humain. Aussi, Franklin donne-t-il cette définition de l'homme. L'homme est un animal fabricant d'outils. Les débris des anciens moyens de travail ont pour l'étude des formes économiques des sociétés disparues la même importance que la structure des os fossiles pour la connaissance de l'organisation des races éteintes. Ce qui distingue une époque économique d'une autre, c'est moins ce que l'on fabrique que la manière de fabriquer. Les moyens de travail sont les gradimètres du développement du travailleur et les exposants des rapports sociaux dans lesquels il travaille. Cependant, les rapports de production influent en retour sur le développement des forces productives de la société. En effet, la superstructure s'établissant dans la société à telle période de l'histoire humaine influence de manière plus ou moins rapide l'état de développement matériel de celle-ci. Les formes et organisations de cette superstructure accélèrent ou ralentissent le développement de la société. Mais elles ne constituent pas le changement premier, fondamental de la société, car elles apparaissent après que s'est développé un mode de production des biens matériels donné. Elles s'adaptent par le fait à celui-ci et fondent leur conception en équivalence. Les rapports sociaux sont intimement liés aux forces productives.
En acquérant de nouvelles forces productives, les hommes changent leur mode de production. Et en changeant le mode de production, la manière de gagner leur vie. Ils changent tous leurs rapports sociaux. Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain, le seigneur féodal. Le moulin à vapeur, la société avec le capitalisme industriel. De la même manière que le matérialisme dialectique, le matérialisme historique considère qu'il s'effectue au sein de la société une accumulation quantitative, lente et latente des phénomènes d'évolution, économiques, sociaux et politiques. De cette accumulation quantitative résulte un changement qualitatif, notable et brutal, un changement apparent et radical, une révolution. Les forces productives de la société revêtent un caractère particulier à chaque époque de l'histoire humaine. Ce caractère doit se trouver en équilibre avec les rapports de production de l'époque donnée. Cela signifie que, par exemple, sous le régime capitaliste, le caractère des forces productives est social, car la production se fait toujours en commun. Les hommes sont obligés de travailler ensemble s'ils veulent produire des biens matériels nécessaires à la société. Des millions d'ouvriers sont groupés dans d'immenses fabriques et usines, produisant en commun. Cependant, les rapports de production, quant à eux, se trouvent en désaccord avec le caractère des forces productives de la société, car la propriété des moyens de production, les matières premières, les instruments de production, les usines, les fabriques, etc., demeure privée, capitaliste. Ceci est incompatible avec le caractère social du processus de production. Il s'ensuit qu'un désaccord violent surgit au sein de la société. Un désaccord entre exploités et exploiteurs, entre prolétaires et capitalistes. Les rapports de production ne correspondant plus au caractère des forces productives, car celles-ci évoluent constamment et sans interruption, les rapports de production doivent eux aussi évoluer de la même manière, afin que les forces productives de la société puissent se développer pleinement, de manière optimale. Pour résumer simplement, lorsque les rapports de production ne correspondent plus au caractère des forces productives, s'amorce une période de changement, de lutte entre exploités et exploiteurs. Lutte qui s'effectue, par exemple sous le régime capitaliste, par le biais d'expressions populaires, manifestations, organisations de comités et partis politiques, syndicats, etc. De cette organisation générale s'enclenche un changement quantitatif, lent et latent, qui se fractionne sous un nombre plus ou moins important d'années. Des réformes sont appliquées sans apporter un changement notable et réel de la société, et par conséquent ne satisfont pas les masses opprimées du joug de l'exploitation. De ces formes insuffisantes de lutte s'accumule une pression, une fatigue, une colère, et de ces conditions s'amorce, en dernière instance, un changement qualitatif de la société, un changement rapide et brutal, apparent et radical, une révolution. Tels sont les traits fondamentaux du matérialisme dialectique et historique. Afin d'approfondir ces principes, nous vous recommandons l'indispensable et brillant ouvrage de Staline, le matérialisme dialectique et le matérialisme historique. Ce travail représente une des deux plus brillantes synthèses de la philosophie marxiste écrite à ce jour, avec De la contradiction de Mao Zedong. C'est un livre dont l'importance est considérable pour tout révolutionnaire. C'est la fin de cette vidéo. Nous vous invitons à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Les discussions qui ont lieu dans la section commentaires sont tout aussi importantes, si ce n'est plus que la vidéo elle-même. Merci et à bientôt.